Chapitre 19. Le rayon lumineux. Le cimetière de Brompton n'est désert que 2 ou 3 jours de l'année. Noël est l'un de ces jours-là. Cela me convenait parfaitement car mon plan se passait de témoin. J'arrivais devant la tombe du faucon à un quart d'heure avant midi. Il n'y avait personne dans les parages et par chance, le soleil d'hiver brillait dans un ciel sans nuages. Je pouvais au moins compter sur le temps. Sur la tombe, la terre était encore meuble, comme une blessure pas encore cicatrisée. Il faudrait du temps avant que le gazon la recouvre, mais le temps est la chose qui manque le moins dans un cimetière. J'ai examiné le mémorial des Falkenberg, cet étrange cube surmonté de la statue du faucon en pierre, et me rappelait un vieux dicton que le faucon s'était efforcé de démentir: tu ne l'emporteras pas dans la tombe. Quant à l'inscription gravée dans la pierre, il devait en rire encore. Le chemin du juste est un rayon de lumière. J'entendis soudain grincer le portail de fer qui donnait sur Fulham Road. Le gros apparut, bientôt, vêtu d'un manteau en poil de chameau sous lequel ses omoplates formaient de vraies bosses. Il tenait négligemment une canne-siège à la main et marchait d'un pas guilleré comme un bon père de famille prenant un peu d'exercice avant la plantureux repas de Noël. Il déplia sa canne-siège et se cala dessus. Il souriait, mais seulement du bout des lèvres, ses yeux m'épiaient. « Joyeux Noël !» lui lançai-je poliment. « C'est mon souhait le plus cher. J'espère aussi que tu ne me fais pas perdre mon temps. Tu sais comme je déteste. »« Vous avez les maltais ?» le coupai-je. « Les voici, » répondit-il en sortant la boîte de sa poche, mais sans la lâcher. « Lisez le chiffre inscrit au verso. »« Je veux d'abord reconnaître les termes du marché que tu me proposes, puisque tu prétends avoir percé le secret du faucon. »« C'est simple, nous partagerons le butin, 50-50. »« Non, 80 pour moi, 20 pour toi. »« 60-40, rétorquai-je. J'entrai dans son jeu et marchandai les pourcentages tout en sachant qu'il se débarrasserait de moi dès qu'il rouvrirait le coffre. L'essentiel pour moi était lui faire brandir les maltais. « Je t'accorde 30%, trancha-t-il. C'est ma dernière offre. » Ce fut la dernière en effet. Il y eut un mouvement dans l'allée derrière lui et quand il se retourna, le gros se trouva nez à nez avec Gott et Himmel qui encadraient Herbert. Mon frère avait maigri, mais il paraissait en meilleure forme qu'Himmel. Outre son bras plâtré et son crâne enturbané, le pauvre Allemand avait le torse bandé de pansements qui déformaient son élégante chemise. Il était agité de tressaillements nerveux qui le faisaient ressembler aux automates de Selfridge. Manifestement, le harpon avait commis des dégâts. Je souris à mon frère. « Salut Herbert !»« Tim !» rectifia-t-il, vexé. Mon frère m'étonnerait toujours. On m'avait enlevé, ligoté, pourchassé, malmené, presque tué. Lui-même venait de passer plusieurs jours en prison, inculpé de meurtre. Nous étions entourés de 3 tueurs psychopathes. Or, la seule chose qui le préoccupait était son nom de baptême. « Comment vas-tu, Tim ?»« Bien, j'ai un petit rhume, mais... »« Ça suffit, » coupa le gros. « Je me demande vraiment où nous sommes. »« Dans un cimetière, lui répondit Herbert. « Vous connaissez ces 2 messieurs, le gros ?»« Oui, ce sont Gott et Himmel, » gronda-t-il. « Je ne te conseille pas de te moquer de nous, Nicolas, » grimaça Gott à son intention. « Sinon... » Et donc, j'essaie de comprendre qui parle parce qu'il manque des morceaux, je trouve. Ne vous inquiétez pas, chose promise, chose due. Je vous ai promis les maltais en échange d'Herbert. Les maltais sont dans les mains de monsieur à qui j'ai, par ailleurs, promis de révéler leur secret. Si vous le permettez, c'est ce que je vais faire tout de suite. Tout le monde s'était tu. Le vent m'ébouriffait les cheveux, il faisait froid. Je n'avais qu'un seul désir, en finir avec cette histoire. « Vas-y !» encouragea Gott. « Oui, vas-y !» renchérit le gros. « Et mieux vaut pour toi de ne pas te tromper. » Très bien, laissez-moi vous expliquer le système. Henri von Falkenberg était un homme extrêmement prudent qui ne se fiait à personne. Il conservait 3,5 millions de livres en diamant dans un coffre spécialement conçu pour lui. La clé elle-même en était spéciale, de façon que nul ne soupçonne qu'il s'agissait d'une clé. Il avait confié la construction de son coffre au défunt professeur, lequel avait imaginé un procédé qui permettait au faucon de choisir sa propre combinaison.
Rien de très compliqué en réalité, puisque la clé consistait en un code informatique qui aurait pu se trouver sur n'importe quoi, un paquet de chips, un jeu de cartes, une boîte de maltais. Le faucon transportait sa clé avec lui à chacun de ses voyages en Angleterre, sans avoir rien à redouter de la douane ou de la police, qui aurait soupçonné une boîte de vulgaire chocolat d'ouvrir la porte à une fortune. Abrège, s'impatienta le gros. Pour plus de sûreté, ou bien par humour, le faucon disposait en outre d'une sorte de dispositif de sécurité. Peut-être n'était-ce pas aussi, peut-être n'était-ce aussi qu'un indice sur lequel ses héritiers devraient s'entre-déchirer. Quoi? Quoi? Un numéro inscrit sur la boîte. Ce numéro se compose de plusieurs chiffres, avec quelques zéros pour brouiller les pistes. Il s'agit du numéro de téléphone du cimetière où nous nous trouvons. Amusant, non? Je marchais vers la pierre tombale. Personne ne parlait, mais je sentais tous les regards braqués sur moi comme des revolvers. Je me hissai sur la pointe des pieds et nettoyai les yeux de la statue du faucon. Comme je l'avais prévu, il n'était pas en pierre, mais en verre. À quoi joues-tu? Grogna le gros. Vous vous demandiez où se cache le coffre du faucon. Le voilà. L'inscription gravée dans le socle fait référence au faisceau lumineux qui déclenche le mécanisme d'ouverture. C'est ce que Johnny Naples a tenté de me confier avant de mourir en me parlant du soleil. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les codes barres informatiques. Sachez seulement qu'il s'agit là du premier lecteur optique solaire, dont nous devons l'invention au professeur Quentin Kissling. Dont nous devons l'invention au professeur Quentin. Kissling était corrompu, ivrogne, mais génial. Le rayon de soleil pénètre par l'œil de verre de la statue et alimente en énergie tout le système. Une fois que l'on a glissé le code dans le bec, une photodétecteur le lit, le transmet à un petit ordinateur qui déclenche le mécanisme d'ouverture de la porte. Bien entendu, il faut disposer du code adéquat. Celui-ci se trouve sur la boîte de maltais que le gros tient entre ses mains. Je m'interrompis. Personne ne soufflait mot. Seul Herbert paraissait perplexe. J'ignorais précisément ce qui allait se passer, mais je vais vous brosser rapidement le scénario que j'avais imaginé. Le gros n'avait pas plus l'intention que Gott et Himmel de partager les diamants. Or, désormais, chacun d'eux connaissait le moyen de s'en emparer. Herbert et moi étions oubliés. Bien entendu, personne ne s'occupait plus de nous. Il nous suffirait, selon moi, de nous éclipser discrètement en laissant nos trois amis régler leurs différends. En fait, les choses se déroulèrent autrement. Tout se passa en une fraction de seconde. D'un geste désinvolte, le gros s'était relevé de sa canne-siège, dont il pointa soudain l'extrémité sur Himmel. Dans le même temps, Gott avait tranquillement glissé d'une main dans sa poche. Les deux coups de feu éclatèrent simultanément. Himmel abaissa un regard étonné sur le trou rouge qui lui avait perforé la poitrine, tandis que le gros abaissait sa canne-siège revolver, au bout encore fumant. Il sourit. Puis son sourire s'effaça quand il s'aperçut que la balle de Gott l'avait atteint en plein cou. Il s'effondra. Alors, J, on a un nouveau venu? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Et merci à toi de surveiller Jean Trim Fusion. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Il s'effondra en même temps qu'il mêlait la boîte de maltais roula sur l'herbe. Ramasse-la, m'ordonna Gott. Je m'exécutai. Un curieux grincement m'agaça les oreilles. Comme ce n'était pas encore la saison des sauterelles, je compris qu'il s'agissait des dents d'Herbert. Donne-moi la boîte, reprit Gott. Il avait maintenant sorti le revolver de sa poche. Malgré les pansements qui lui couvraient le visage, il me sembla le voir sourire. Je lui tendis les maltais et reculai à côté d'Herbert. Attends. Donc, on revient là. Il avait maintenant sorti le revolver de sa poche. Malgré les pansements qui lui couvraient le visage, il me sembla le voir sourire. Je lui tendis les maltais et reculai à côté d'Herbert. Je vais m'en donner à cœur joie, murmura le tueur en pointant son arme sur nous. Deux coups de feu claquèrent. Herbert porta les mains à son ventre avant de s'affaisser. Nick! Relève-toi, Tim. J'ai reçu une balle! Mais non, il regarda ses pommes qui ne portaient aucune trace de sang, puis examina le devant de sa chemise qu'aucune balle n'avait abîmé. Oh, désolé, murmura-t-il en rougissant. Gott avait assisté à cette petite scène d'un regard étrangement vide,
Et pour cause, 2 balles l'avaient atteint dans le dos avant qu'il ait pu tirer. Une silhouette se profila derrière lui, et ce fut la seconde surprise de la journée. Betty ménage. Bonjour, monsieur Nicolas, gloussa-t-elle de son inimitable voix grasseyante. Vous pouvez vous relever, monsieur Timothy, nom d'un chien, quelle histoire, jut alors. Herbert s'arrêta net, bouche bée en apercevant dans la main de la vieille femme le revolver qui venait juste d'abattre Goth. Sans cesser de sourire, Betty ôta son chapeau pour le jeter dans l'herbe. Sa perruque frisottée suivit le même chemin. Puis elle leva une main vers son cou et commença à tirer sur sa peau ridée. Le masque s'arracha, emportant avec lui les rides et le maquillage outrancier, et Betty disparut, devant nos yeux, laissant place à une autre femme. « Qu'est-ce que… » chuchota Herbert. « Je te présente Béatrice von Falkenberg, Tim, la veuve du faucon. Rappelle-toi, Snape nous l'avait décrite comme une ancienne grande actrice. Apparemment, la personnage de Betty a été l'une de ses meilleures compositions. »« Merci, Nicolas, » dit Béatrice avec un sourire en jetant un regard siculaire sur le cimetière. À la façon dont tournaient les événements, je n'aurais pas été surpris de voir soudain surgir son crocodile déguisé en croque-mort. « Mais pourquoi ?» gémit Herbert. « Oh, je tenais à retrouver les diamants de mon défunt mari, » lui expliqua la veuve. « Quand j'ai appris que le nain vous avait rendu visite, j'ai pensé entrer en contact avec vous afin de découvrir ce qu'il vous avait confié. Votre annonce dans le journal, pour une femme de ménage, m'a fourni le prétexte idéal. » Goth et Himmel travaillent à votre service, n'est-ce pas? Vous êtes très perspicace, Nicolas. Comment l'avez-vous deviné? Vous étiez la seule à savoir que nous allions au Casablanca Club, répondis-je en haussant les épaules. Or, Gort et Himmel sont intervenus à point nommé pour enlever Lorraine Bacardi. Bravo, Nick, me complimenta Herbert. Autre chose, ajoutai-je. Ils ont appris l'existence des Maltais en questionnant Lorraine et vous ont aussitôt transmis l'information. Voilà pourquoi vous saviez très exactement quoi me réclamer lorsque je vous ai rendu visite à Hampstead. Ils étaient vos complices. Jusqu'à ce que je n'ai plus besoin d'eux, précisa-t-elle en souriant. Incroyable s'exclama Herbert. Pas vraiment, rectifiai-je. En réalité, un doute m'a effleuré quand je l'ai rencontrée chez elle, car elle t'a appelé par ton vrai nom, qu'elle n'était pas censée connaître, et elle portait la même parfum à la lavande que Betty, le seul détail qu'elle ait omis de changer. Félicitations, Nicolas, vous êtes vraiment brillant pour votre âge. Pourtant, il reste un point que je saisis mal, Béatrice. Pourquoi avez-vous tué le nain avant de lui arracher son secret? Un regrettable accident, Nicolas. Goth et Himmel devaient se débarrasser de lui seulement après que je lui aurais parlé. Je comptais le convaincre de partager les diamants avec moi en lui prouvant que c'était son unique chance. Mais il s'est entêté, l'imbécile, et a refusé de m'écouter et sorti son arme. Une bagarre a éclaté et Himmel l'a tué par mégarde. Un accident regrettable, répéta-t-elle avec un soupir. Il ne s'en produira plus. Désolé, mais je ne peux me permettre de vous laisser quitter ce cimetière. Vous êtes des témoins trop gênants. Adieu, monsieur Nicolas, adieu, monsieur Timothy, conclut-elle en reprenant la voix éraillée de Betty. Attends. Adieu, monsieur Nicolas, adieu, monsieur Timothy, conclut-elle en reprenant la voix éraillée de Betty. Oh non, gémit Herbert. Inutile, Betty. Vous avez commis une erreur, l'arrêtai-je. Regardez derrière vous. Béatrice von Falkenberg jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et son visage s'affaissa comme sous le coup d'une gifle. Puis elle abaissa son arme en éclatant d'un rire nerveux. En une seconde, le cimetière s'était rempli de policiers en uniforme. Il en surgissait de toutes parts. Des herbes hautes, derrière les tombes. Snape et Boyle couraient à leur tête. « Salaud, quelle coïncidence !» s'exclama Herbert. « Tu crois vraiment à une coïncidence, Herbert ? Hier soir, j'ai téléphoné à l'inspecteur pour tout lui raconter. Je n'allais pas me jeter seul dans la gueule du loup. » Herbert en resta bouche bée. Pendant ce temps, Boyle s'était rué sur Béatrice Wolf-Falkenberg, qui tendait déjà ses poignets vers les menottes. Mais il négligea de s'arrêter, se propulsa en avant et roula avec elle dans une parfaite démonstration de plaquage de rugby. Boyle adorait la violence. « Vous auriez pu intervenir plus tôt, inspecteur, » reprochai-je à Snape. « Nous avons failli nous faire tuer. »« Tu as raison, c'est la faute de Boyle. »
Il avait envie d'assister à ce spectacle, et comme c'est Noël, j'ai accepté d'attendre pour lui faire plaisir. Boyle continuait de plaquer Béatrice Wolf-Falkenberg au sol. Des policiers entreprirent de les démêler, tandis que Snape se penchait pour ramasser la boîte de Maltais. Occupons-nous de ce fameux coffre, suggéra-t-il en s'avançant vers le mémorial. Le faucon de pierre attendait, les ailes déployées, le bec ouvert, ses yeux de verre luisant au soleil. Snape découpa soigneusement le code-barre avant de le jeter la boîte, puis glissa le carré de carton dans le bec. Un léger cliquetis nous indiqua que la connexion fonctionnait, mais il y eut un petit bourdonnement, un déclic, et une face de la pierre tombale s'ouvrit, découvrant un lourd coffret métallique. Ce fut l'ultime surprise de la journée. Snape allait passer à côté de sa prime de Noël, et nous de notre récompense. Le coffret ne contenait pas un seul diamant, pas même l'ombre d'un vulgaire caillou. Il était tragiquement vide.